Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. En République démocratique du Congo, ils sont accusés de terrorisme en raison de leur acte de violence et seront condamnés à la peine de mort. Après leur condamnation, ils seront transférés dans les prisons de haute sécurité, notamment celle d'Anganga, située dans la province de l'Équateur. En attendant l'heure fatale. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Ce sont les Kuluna, de jeunes délinquants armés de Kinshasa. Comment est-ce que les autorités congolaises sont arrivées à la décision de vouloir exécuter les Kuluna? En fait, il faut dire que c'est un phénomène qui est là depuis fort longtemps, ça fait plus de 20 ans. On fait comme si c'est un phénomène qui vient d'arriver, mais qui depuis les années 2020 a pris une ampleur particulière. Depuis 20 ans, regardez un peu ce qui se passe à Abidjan avec ce qu'on appelle les microbes, un peu ce qui se passe au Cameroun, au Sénégal, au Togo, vous avez des groupes de jeunes qui font du vol à l'arraché, tout un tas de choses. Mais c'est devenu autre chose parce que finalement, c'est comme des gangs constitués qui se donnent des zones qui deviennent presque leur espace où ils font la loi, qui agressent les gens, et ces gangs même commencent à s'affronter les uns contre les autres. En bande bien organisée. Bien organisée, avec des chefs. Il y a un très beau reportage d'une télévision qui a été fait en 2022 où on montre le gang, on montre le chef qui se fait nommer général, qui dit ce qu'ils font. Dans le reportage, on les montre en train de se droguer avec une drogue locale qui s'appelle Bomba. Mais c'est des gens organisés qui sont là et qui agressent les populations. Maintenant, ça a atteint présentement un niveau extraordinaire où c'est comme si l'État de la RDC s'est dit, mais au grand mot, les grands remèdes, ils ont décidé d'aller au plus fort, c'est-à-dire ceux qui sont coupables de meurtre, de vol, etc., à l'arraché avec une arme. Tous ces gens-là vont être condamnés à mort et c'est ce qui a été fait avec plusieurs procès. Arrêté et jugé en procédure de flagrance. Donc le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a annoncé le transfert des condamnés vers la prison d'Anganga, réputée pour sa haute sécurité, en transfert filmé et montré à la télé. Pourquoi le choix d'impliquer les médias dans le processus? Je me dis qu'il y a deux choses dedans qui vont dans le même sens. La première chose, c'est montrer aux populations que l'État est en train de faire son travail en disant nous avons attrapé tel nombre de personnes, nous avons attrapé tel nombre de personnes. Parce que même quand ils font les descentes dans les quartiers, ils font filmer ces descentes où les gens sont arrêtés, ensuite rassemblés pour être effectivement évacués par avion à pratiquement 3 heures de Kinshasa. Il y a cet aspect qui est là pour que le gouvernement montre aux populations qu'il est en train de s'occuper de la question de sécurité qui est devenue une question cruciale. L'autre élément, c'est peut-être un élément pédagogique. Amener les autres Kalona à se rendre compte qu'attendez, ces gens-là ne jouent plus. Si on nous prend, même avec Kinshasa, on en a fini. Avec un procès, même les procès qu'ils organisent en flagrance, vous en avez qu'on organise carrément dans la rue, pas dans un tribunal ou quoi que ce soit, il y a une tente, les autres sont même au niveau du soleil. Bon, de façon un peu express quand même, parce que j'ai suivi 3 procès, je trouve que c'est fait de façon quand même un peu express, même si c'est de la justice militaire. De présumés également. Mais ce n'est pas une raison. Quand vous attrapez une quinzaine de personnes, vous voulez les juger en même temps. Mais la règle voudrait que chaque personne assume sa responsabilité. Mais quand vous regardez la façon dont le procès se déroule, on donne rapidement la parole à quelqu'un, l'avocat de la défense vient, on lui dit tu poses une seule question, il y a quand même un peu de... Il y a flagrance, c'est vrai. Flagrance signifie qu'on va juger rapidement. Quand je dis rapidement, il n'y aura pas de délai d'attente pour aller faire une instruction, etc. Parce qu'on a des éléments permettant de faire un jugement. Mais ça ne signifie pas que le jugement ne doit pas se faire dans les règles. Et quand on regarde, c'est vraiment, j'allais dire, entre guillemets, de la justice militaire avec le gars qui est là, qui dit au gars, non, faut pas aller plus vite. Bon, ça donne quand même une mauvaise impression, bien que il y a l'aspect qui est là pour dire aux autres ou à ceux qui seraient tentés de devenir colonna, voilà ce qui vous attend si vous rentrez dedans, en termes de jugement, en termes de condamnation et en termes également de déportation. On va exécuter la peine de mort. On ne veut plus
entendre parler de Koulouna. Fin de citation, a déclaré le garde des Sceaux congolais. Dans quelles circonstances, justement, est-ce que la peine de mort est restaurée en RDC? En fait, la peine de mort était là depuis fort longtemps. Elle a été appliquée sous le président Mobutu Sese Seko. Depuis quelque temps, la peine ne s'appliquait pas. Avec le président Tshisekedi, à un certain moment, ils ont décidé d'un moratoire. C'est-à-dire on n'appliquait plus du tout la peine de mort. Ensuite, avec ce qui se passe avec le M23 et certains militaires de la RDC qui ont été pris la main dans le sac en train de collaborer avec le M23, ils ont décidé de suspendre le moratoire pour condamner à la mort les militaires qu'ils considèrent comme des traîtres dans cette lutte contre le M23 plus les ADF, etc., les groupes rebelles de façon générale. Il se trouve maintenant que cette nouvelle opération pour essayer de limiter au maximum, voire même d'éradiquer les Koulouna arrive à cette période. Donc eux également, ils arrivent à un moment où le moratoire concernant la peine de mort étant suspendu, mais s'ils sont condamnés à mort, rien n'empêche à ce qu'ils soient exécutés parce que le moratoire n'est plus là. Et quand on regarde les textes de la RDC, effectivement, quand quelqu'un est accusé de banditisme à main armée, quand il fait un certain nombre de délits, la peine, c'est effectivement la peine de mort, le vol avec des armes, etc. Et c'est pourquoi au niveau des tribunaux, ceux qui ont été jugés de façon générale et qui ont été considérés comme étant coupables, qui ont été condamnés à mort, sur les 300 qui ont été jugés, il y en a 127 qui ont été tout bonnement condamnés à mort, d'autres à 20 et 15 ans de prison. Et alors que les autorités congolaises affirment que ces condamnations étaient un moyen de prendre une décision ferme face au phénomène des Koulouna, des Congolais, ils voient également, eux plutôt, une réponse drastique. Mais vous avez plusieurs attitudes de la part des populations. Une bonne partie des populations sont pour la peine de mort. D'ailleurs, le ministre de la Justice est devenu une sorte, je ne sais pas s'il faut dire leader ou d'idole, parce que moi j'ai suivi une descente dans un quartier où les gens du quartier félicitent le ministre et lui disent même il faut installer un commissariat ici, vous avez pris ceux qui sont là, il y en a de l'autre côté, vous n'avez pas pris tout le monde, etc. Vraiment, les gens le remercient. Quand il passe dans la rue, quand on sait que c'est lui, mais c'est presque des hôtes et d'honneur avec des applaudissements. Je me demande même si le président ne va pas avoir peur de ce ministre qui commence à avoir une popularité extraordinaire. J'ai regardé au niveau des médias également, de la RDC, pour regarder surtout les commentaires, mais dans l'essentiel des commentaires, les gens l'encouragent à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire pas seulement la condamnation à mort, mais même à les exécuter en bonne et due forme. Bien sûr, vous avez d'autres Congolais qui disent attention, il ne faudrait pas aller exécuter les gens aussi facilement pour deux raisons. La première raison, attention, est-ce que ces gens sont véritablement les coupables? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire? Parce qu'après avoir exécuté quelqu'un, même si on constate l'erreur judiciaire, je ne vois pas à quoi ça va servir véritablement. Il y a d'autres qui posent le principe, non, il vaut mieux ne pas exécuter, quelle que soit la raison, il ne faut pas reprendre prendre la vie de quelqu'un. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sur cette même longueur d'onde, mais en tout cas, quand on regarde ce qui se passe dans les médias, même dans les procès publics, ce qui n'est pas permis dans un tribunal, parce que quand on est dans un tribunal, c'est le silence de mort. On n'a pas à dire je suis d'accord, on n'a pas à dire je ne suis pas d'accord, mais quand vous suivez, puisque les procès sont montrés dans les médias, quand vous suivez, mais quand on dit on le condamne à mort, mais les gens applaudissent et crient. C'est-à-dire qu'ils montrent carrément leur accord avec le fait que ces gens soient condamnés à mort. Mais comment expliquer cette montée du grand banditisme en RDC, surtout dans la capitale Kinshasa? Il y a plusieurs choses. Kinshasa est une énorme capitale. Il ne faut pas que les gens l'oublient. En plus, la RDC est en proie à des mouvements rebelles, à des mouvements armés depuis pratiquement 30 ans. Mais ça fait qu'une bonne partie de l'armée a du boulot déjà avec ces groupes-là. Il y a un autre phénomène qui va souvent avec cela, c'est la paupérisation. Parce que c'est une grosse capitale, mais comme dans toutes les capitales, mais vous avez des parties où quand vous venez, il y a tout ce qu'il faut, il y a les routes, il y a les écoles, mais vous avez d'autres espaces, ça ressemble à des bidonvilles. Et généralement, c'est dans ces bidonvilles que l'on retrouve surtout ces groupes de jeunes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'il y a la pauvreté, il faut devenir voleur, parce qu'il y a pauvreté, il faut devenir agresseur. Ce n'est pas vrai. Mais ça participe à ce que ces gens-là tombent dans ce piège-là. Puisque quand ils font les procès,
moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Quand il demande aux prévenus à quel niveau tu t'es arrêté à l'école, mais très peu ont dépassé le niveau du primaire. De sorte qu'il parle le lingala même. Il est obligé de traduire pour que nous, on puisse comprendre un peu de quoi il parle, mais c'est le lingala qu'on parle avec les prévenus, etc. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, et il faut travailler à identifier ce que moi j'appellerais les causes profondes. Dans les causes profondes, il y a l'école, puisque comme je l'ai dit, une bonne partie ont abandonné l'école très très tôt. Mais dans les causes profondes, il y a les familles. Dans quelles conditions ces familles-là sont en train de vivre. Mais dans les causes profondes, il y a la société. Est-ce que la société a joué son rôle par rapport à ces jeunes? Je n'en fais pas une excuse pour qu'on aille agresser quelqu'un, pour qu'on aille tuer une personne. Mais quand on veut résoudre un problème, il ne faut pas se contenter de la partie superficielle. Il faut aller au fond si on ne veut pas que cela se répète. Opération Zéro Kulumna en RDC, Amnesty International se dit inquiet, d'autant plus que la peine de mort a été abolie dans nombre de pays, mais aussi questionne le processus juridique rigoureux. Oui, s'il est ou pas. Le processus peut être interrogé. Franchement, le procès que j'ai suivi, je trouve que c'était trop accéléré. Parce que dans un procès, il faut prendre la peine de s'assurer de l'imputabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est de cette personne-là qu'il s'agit d'abord, et ensuite de la culpabilité de la personne. Donner du temps aussi à la défense. Mais bien sûr, à tout le monde. Et il y avait cette chose, vous avez un président qui était là, le juge qui bousculait tout le monde. Quand on vous donne le micro, vous donnez le micro à un avocat, vous connaissez un avocat, quand vous lui donnez la parole, il rentre dans ses envolées, il le bloque immédiatement pour lui dire, je vous ai demandé de poser une question. Posez la question directement. C'est-à-dire, vous ne permettez pas à la personne de développer. Il y a un cas où l'avocat disait, mais non, il vient de faire une affirmation contradictoire. Ce qu'il vient de dire ici, ce n'est pas ce qu'il avait dit, il l'a bloqué. Bon, quand on regarde ça, ça gêne un peu, parce que quand un procès peut aboutir à une condamnation à mort, il faut effectivement permettre à ce qu'on établisse de façon très claire la culpabilité de la personne avant qu'il y ait ce qu'on appelle une erreur judiciaire. Bon, ceux qui ont mon âge doivent connaître le film qu'on appelle le pullover rouge, qui est un exemple d'indication très claire sur des erreurs judiciaires qui peuvent coûter très cher à un innocent. Donc, autant on peut comprendre que des gens soient pour la peine de mort, mais autant il est difficile de comprendre que la peine de mort ne tombe sur quelqu'un qui est innocent. Et jusqu'à présent, 127 sur 300 ont été condamnés à mort, d'autres à la peine de 5, 10 voire 20 ans de prison. Et la procédure pour un procès équitable conformément aux lois a été respectée, rassure donc le ministre de la Justice congolaise. Et c'est une procédure qui est loin d'être terminée. Oui, la procédure n'est pas terminée, mais bon, comme vous savez, les journalistes 2.0 ont créé une information folle en disant qu'on a exécuté des gens. Personne n'a été exécuté. Parce que dans les images où on montre les cercueils blancs, ça n'a rien à voir. C'est effectivement à RDC, c'est au niveau de Goma, mais c'est si les gens se rappellent, il y a un gourou religieux qui avait été attrapé et que ses fidèles avaient manifesté, on leur a tiré dessus. C'était l'enterrement de ces fidèles du, comment on les appelle encore, Mazalendo, ou je ne sais plus quoi, là j'oublie le nom. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'exécution des Kuluna. Il y a une autre vidéo également où on montre des gens qu'on fusille à la fin. Au niveau des textes en RDC, la peine de mort, quand c'est appliqué à un militaire, c'est en ce moment qu'il est fusillé. Quand c'est appliqué à un civil, la loi dit qu'il doit être pendu. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore un RDC ce qui se fera ou vraiment la décision qui sera prise. Tout à fait. Non seulement on ne sait pas, mais en fait, pour ceux qui connaissent le droit, on ne peut pas les exécuter. Ils viennent d'être condamnés. C'est la première instance sur le plan juridique. Il peut faire appel. Mais s'il fait appel, la condamnation est suspendue. Jusqu'à ce qu'on refasse. Ils auront la possibilité de faire appel. Ben oui, la flagrance, en fait, sauf si maintenant la RDC décide de faire un droit que l'on ne connaît pas, la flagrance n'interdit pas de faire appel. Être assuré que la personne est coupable n'empêche pas à la personne de pouvoir faire appel. D'ailleurs, la procédure, ça peut prendre encore du temps. Mais ça peut prendre 2 ans, contrairement à ce que les gens disent, parce que quand on fait appel, il va falloir pratiquement refaire un procès.
après ce deuxième procès, après avoir fait appel, même si on les condamne à nouveau à mort, mais ils peuvent aller en cassation. Ça fait encore un temps. Après la cassation, dans les règles de la RDC, il faut que le président de la République lui-même donne son avis de façon expresse à la demande du ministère public pour dire oui, appliquez la peine de mort, ou pour dire non, n'appliquez pas la peine de mort. Mais bon, comme sur les réseaux sociaux maintenant, tout va plus vite justement, que tout, on les a déjà exécutés, ce qui n'est pas vrai. Oui, mais cela n'est pas... je ne voudrais pas dire qu'ils vont être exécutés tout de suite. Mais non, les exécuter tout de suite, ça va répondre à quelle règle? Vous avez condamné quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la condamnation, il a des recours, vous le laissez épuiser ses recours. Parce que le texte de la RDC est clair, c'est après la condamnation définitive qu'il devient possible d'appliquer la peine de mort. On est très loin de la condamnation définitive, on est juste au niveau de la première étape. Et autres présumés condamnés en RDC, ce sont 3 Chinois condamnés à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Bukavu. Ils ont été reconnus coupables d'achat illicite et de détention illégale d'or. La décision a été rendue mardi par le tribunal de la capitale de la province aurifère du Sud Kivu. Oui, les Chinois commencent à devenir un problème dans la façon dont ils veulent exploiter les ressources africaines, pour certains parmi eux, sans respecter les règles. Ils deviennent un problème également par la façon dont ils traitent les ouvriers locaux qu'ils utilisent, puisqu'il y a eu plusieurs cas. Au Sénégal, il y a eu des procès où ils ont été condamnés pour de la maltraitance par rapport à leurs ouvriers. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens sont en train de vouloir exploiter l'or d'une façon qui ne respecte pas les règles, ce qui va leur permettre après de faire partir de l'or sans que ça ne passe par le chemin officiel. Il n'y a pas de taxes qui sont payées dessus. C'est des ressources qui partent d'une façon qui n'est pas normale. Je crois que la RDC est en train de vouloir montrer une ligne rouge, parce que les Chinois sont très présents dans ce pays en matière d'exploitation minière. C'est peut-être une façon de montrer une ligne rouge pour leur dire, mais attendez, nous sommes dans un partenariat, respectez les règles du partenariat. Si vous ne le faites pas, mais vous serez pris. Si la culpabilité est établie, nous n'hésiterons pas à vous condamner, comme ce qui a été fait pour ces 7 Chinois. Le secteur mérite donc d'être réorganisé par les autorités locales. Mais bien sûr, quand le président Tshisekedi est arrivé, n'oubliez pas qu'il a lutté sur une longue période. Quand il a reçu un rapport de l'inspection générale d'État lui disant que le partenariat, le contrat que Kabila avait signé avec les Chinois pour qu'ils viennent exploiter les ressources et qu'en lieu et place, qu'ils mettent en place des infrastructures, quand on regarde ce que les ressources rapportent et qu'on regarde le coût des infrastructures, mais c'était un contrat 1000 fois à la faveur des Chinois. Mais Kabila Tshisekedi a bataillé pour cette affaire jusqu'en Chine, jusqu'à la rencontre du président chinois, pour pouvoir augmenter ce que la RDC gagne au niveau de ce partenariat avec la Chine en matière d'exploitation des ressources. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a tout un travail à faire sur ce plan-là pour que l'Afrique, les pays africains soient les premiers d'abord à bénéficier de leurs ressources. On ne peut pas comprendre que des gens venant d'ailleurs viennent bénéficier de nos ressources plus que nous-mêmes qui sommes censés être les propriétaires de ces ressources. La RDC rouvre le débat. Et quelle est la situation même quand on parle de la peine de mort en Afrique? La situation est mitigée. Vous avez des pays où, comme ce que la RDC avait fait, il y a un moratoire de façon officielle. Vous avez des pays où il y a un moratoire de façon officieuse. Il y a des gens qui sont condamnés à mort, mais il n'y a pas d'exécution. Vous avez des pays qui, après le moratoire, ont décidé d'abandonner la peine de mort. Mais vous avez le contraire également qui commence à se voir. Vous avez des pays où les gens sont en train de créer un débat en disant il faut ramener la peine de mort, puisque ce n'est pas la RDC seulement qui vit ce phénomène aujourd'hui de violence avec des gens qui attaquent à main armée un peu partout. Vous avez des pays où le débat revient, les gens disent qu'il faut ramener la peine de mort. Donc on n'a pas en Afrique une situation qui est la même au niveau de nos pays en ce qui concerne la peine de mort. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage de jour.